DRTV Yengue, la télé leader. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes avec M. Moussa Sissoko de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, bien connu. Alors, M. Sissoko, bonsoir et merci de nous avoir permis d'avoir cet entretien avec vous. Bonsoir mon très cher frère Kandé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans ce temple mythique de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, qui était dirigé par notre ami et frère Feu Sidi Ndiaye. On voulait à l'entame nous incliner devant sa mémoire et prier le bon Dieu de lui accorder le paradis éternel et de répandre ses bienfaits sur ses parents, sur ses proches. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. En tout cas, vous êtes dans le temple même de la FGTS. Là où vous me trouvez ici, le bureau là, cette chaise-là était occupée par Feu Sidi Ndiaye. Donc, Dieu a fait aujourd'hui que je le remplace à la tête de cette organisation syndicale, la FGTSB, que je dirige avec mes camarades. Voilà. Paix à son âme. Alors, M. Sissoko, comment se porte la FGTS? Vous savez, hein, la FGTS se porte très bien parce que, comme vous le savez, nous avons tenu notre premier congrès extraordinaire le 9 mars 2024 à l'hôtel de ville de Dakar, avec la participation de tous les travailleurs nous venant de différents secteurs du pays qui ont accepté de venir massivement à cette importante rencontre. Parce que le thème même qui a été choisi, c'était un hommage qu'on voulait rendre à notre ami et frère Feu Sidi Ndiaye. Et je vous dis que ce congrès extraordinaire du 9 mars tenu à l'hôtel de ville de Dakar, vraiment, a eu un succès retentissant. Alors, toute la presse sénégalaise était présente. Je pense que nous, votre organe de presse, était à cette importante rencontre. Et la résolution finale, les travailleurs sur les 20 organisations syndicales que constitue la FGTSB, les 15 ont porté leur choix sur ma modeste personne en me demandant de poursuivre justement cette œuvre immense commencée par Sidi Ndiaye, que je suis en train de perpétuer. Voilà, et de préserver ce legacy précieux qu'il nous a laissé. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et nous reprenons justement cette nomination-là avec philosophie et modestie, parce que nous estimons que nous sommes des humains. En aucune façon nous ne pouvons atteindre la perfection. Mais Dieu a voulu aujourd'hui qu'on remplace quelqu'un qui est irremplaçable. Et j'ai dit aux gens, à mes camarades, prendre la place de Sidia, c'est facile, mais le remplacer, c'est là où se situe le problème. Mais tant bien que mal, nous allons continuer à perpétuer son œuvre, comme je l'ai dit tantôt, et essayer de préserver son legs. Et ce legs-là est trop précieux. Et mes camarades et moi, nous nous sommes donné rendez-vous pour respecter justement ce legs précieux qu'il nous a laissé. Cette succession a tout de même posé problème, M. Sissoko, parce que certains également revendiquent seulement ce poste. Vous savez, j'avais dit sur un plateau de télévision, et je vais réitérer les mêmes propos que j'avais tenus, j'avais dit que je ne reviendrai plus sur cette question-là pour plusieurs raisons. La première raison est qu'aujourd'hui, moi, depuis la disparition de mon ami, moi, je pense que mon rôle, c'est de continuer à prier pour lui, pour le repos de son âme. Et c'est ce que je suis en train de faire. En tant que musulman croyant, chaque fois dans mes prières, je lui réserve une place de choix, parce que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Donc, Sidi Ndiaye, je ne saurais l'oublier. Sa famille connaissait mes relations. Mes amis connaissaient les relations que j'avais avec Sidia. Donc moi, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de continuer à prier pour lui, pour que Dieu, le Tout-Puissant, lui ouvre les portes du paradis.
et continue à répandre ses bienfaits sur ses proches qu'il a laissés ici. Voilà. Voilà. Vous avez parlé de succession. Alors maintenant, sera-t-il facile pour vous, n'est-ce pas, eh bien, de remplacer Fossidia Ndiaye qui avait placé la barre assez haute quand même? Je vais vous dire une chose. Oui. Et tout à l'heure, dans mon propos liminaire, je l'avais même souligné. J'ai dit, j'ai pris la place de Sidia. J'ai pris sa place. Mais le remplacer, c'est pas facile. Parce que, pour ne pas exagérer, vous tous, vous saviez que Sidia était une icône du syndicalisme ici au Sénégal. Sidia a joué un rôle prépondérant dans le monde syndical ici au Sénégal. Et personne ne peut le nier. Et il a fait des résultats. Il a été un combattant que tout le monde a reconnu. Il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour l'amélioration des conditions sociales d'existence des travailleurs de notre pays. Cela, et le jour de son décès, les travailleurs lui ont rendu cet hommage-là. Et le peuple lui a rendu cet hommage. Toutes les autorités du pays, ceux qui étaient présents à la morgue de l'hôpital principal peuvent en témoigner, étaient venus pour lui rendre un ultime hommage. C'est cet homme-là, justement, qui est parti. Mais vous savez, comme on dit souvent, Sidia n'est pas parti, hein. Il est toujours là avec nous, parmi nous. Parce que nous sommes là, ses amis, ses vrais amis, je dis, hein. Ses amis avec qui il a combattu pendant plus d'une trentaine d'années. Je prends l'exemple sur moi. Nous avons fait le tour du Sénégal, Sidia et moi, pour nous battre sur l'essentiel. Justement parce qu'en parlant de Fossidia Ndiaye, on sent une certaine émotion de votre part. Qu'est-ce qui vous lie véritablement? Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Peut-être cela va vous étonner un peu. Sidia, on n'était pas lié par la chose syndicale. Hein. D'accord. Sidia, c'était autre chose. Hein. Sidia, je le considérais comme mon frère de même sang. On avait ces relations-là. Sidia, il ne me prenait pas pour un ami syndicaliste. Hein. Nos relations dépassaient le cadre syndical. Vous voyez? Donc vous voyez, à chaque fois quand je parle de lui, je suis ému. Oui. Et nous étions deux personnes, nous nous aimions, nous nous adorions mutuellement. Sidia avait beaucoup d'estime pour moi, il me respectait beaucoup et je lui rendais la monnaie. C'est vrai que nous sommes de la même génération, Sidia et moi, mais je suis son aîné de 2 ans. Oui, mais personne ne peut le savoir. Sidia, c'était un tout pour moi. C'était ma référence et je le considérais comme une icône du monde syndical. Et puis, c'était un homme pétri de qualité humaine. Un homme généreux, un homme jovial, un homme qui se sacrifiait pour les gens, qui avait accepté de se sacrifier pour les autres. C'était ça l'homme Sidia Ndiaye. Mais personne, en tout cas moi en ce qui me concerne et mes amis, nous n'allons jamais l'oublier. Et nous allons continuer à prier pour lui. Et puis lui dire aussi que nous allons perpétuer sa mémoire parce que, en tout cas, on a discuté, Sidia et moi, dans le secret de ce bureau-là, nous deux, on a eu vraiment beaucoup de projets ensemble. Mais il n'est pas là aujourd'hui, mais moi je suis là avec mes amis et nous allons poursuivre justement ce legs. Nous allons continuer à le préserver. Oui, alors M. Sissoko, après un an, n'est-ce pas, de grève, de revendication, c'était avec le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime, êtes-vous satisfait? Est-ce que ce régime a pris en compte vraiment vos revendications? Vous savez, hein, peut-être que pour votre information, vous avez parlé tout à l'heure d'un an de grève. Cette grève-là commence à perdurer. Elle a pris plus de 2 années. Ah ouais. Plus de 2 années. Et nous acheminons même vers la 3e année de grève. Bon, c'est pour vous dire tout simplement que, vous savez, hein, 2 années de grève, 1 année de grève même pour des syndicats, nous estimons que c'est excessif. Mais nous n'avions pas le choix. Parce que nous voulons tout simplement dire à l'opinion que ce que nous sommes en train de réclamer est un droit légitime. Et vous avez vu, hein, depuis quelques mois de cela, notre ministre du tutelle, le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, a fait plusieurs sorties pour alerter l'opinion par rapport à la grève. Et nous avions estimé que ces sorties-là étaient inopportunes. Pour la simple raison que nous sommes là, nous sommes vivants,
nous appartenons à un cadre dédié qui s'appelle l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Mais nous avions dit, le ministre, il n'avait pas besoin de faire un point de presse pour parler à l'opinion. Nous sommes là, c'est nous qui menions cette grève-là. Il pouvait nous appeler à la table de négociation pour qu'on discute, afin de trouver des solutions de sortie de crise. Y a-t-il des démarches pour aujourd'hui, avec ces nouvelles autorités, essayer de trouver un terrain d'entente? Parce que tout de même, ça a permis, vous le dites, et avec ces autorités, l'espoir était assez né. Mais pourquoi, comment vous expliquez vraiment cette situation? Vous savez, l'information que je voulais vous donner, c'est que dès sa nomination à la tête du département, il avait demandé à nous rencontrer. Et nous avions été justement au ministère pour prendre rang avec lui. Et il nous avait dit, en tout cas ils ont hérité du dossier de cette grève-là, mais il voulait qu'on essaye de trouver un compromis dynamique pour aller justement vers la fin de la grève. Bon, mais ce qu'il avait proposé à l'époque nous semblait un peu compliqué à comprendre. Pourquoi? C'est quoi? Parce que vous savez, lui il dit qu'il va vers la création, qu'on allait faire des ateliers, essayer de voir avec les différents services de l'État, essayer de discuter pour trouver la meilleure formule. Mais nous lui avons dit que cela ne pouvait pas se faire. D'autant plus qu'en amont, il y avait une structure qui était dédiée, qui s'appelle le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, qui est un directeur général. Ces derniers ont eu à faire un recensement exhaustif de tous les travailleurs des collectivités territoriales en parcourant le Sénégal pour livrer des statistiques. Nous avons dit au ministre que nous ne trouvions pas pertinent d'aller vers cela, parce que l'administration étant continue, le travail était déjà fait en amont. Moi, je pense que lui, il devait venir s'adosser sur le dossier qu'il a trouvé en place et essayer de continuer. Mais quand il nous demande de faire des groupes de travail, c'est nous faire revenir en arrière. Or, ce travail-là a été déjà fait. Bon, il avait promis de nous appeler. Nous sommes restés des mois. Il n'a pas réagi. Nous-mêmes, pour vous déterminer encore de notre bonne foi, nous avons écrit pour demander à le rencontrer de nouveau. Et jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a encore été fait sur ce Monsieur Sissoko, est-ce que finalement la Fédération générale des travailleurs du Sénégal est-elle très prise au sérieux par nos autorités? Vous savez, cette bataille-là n'est pas une bataille de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Compte tenu du rôle que vraiment la Fédération joue, mais également les collectivités territoriales, justement. Parce que vous savez... Cela a un impact, oui. Mais j'avoue que cette situation qui, depuis le temps de Macky Sall, je le disais tantôt, et aujourd'hui encore, avec ce nouveau régime, finalement, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Mais non, je peux quand même vous édifier par rapport à une situation. Parce que cette grève-là n'est pas une grève de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, c'est une grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales qui est constituée de 4 organisations syndicales professionnelles et qui se battent justement pour réclamer ce droit légitime-là. Ce n'est pas la FGTS qui est en grève. C'est l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales qui regroupe 4 organisations syndicales. Vous savez, moi, ce que je voulais vous dire, nous pensons que quand le ministre est venu, la première erreur qu'il a commise, c'est de faire une conférence de presse pour parler à qui? À l'opinion. Mais en parlant à l'opinion, il faut aller avec des chiffres exacts, mais ne pas y aller avec des chiffres erronés. Et pour parler à l'opinion aussi, il faut maîtriser le sujet. Mais on a comme l'impression que notre ministre ne maîtrise pas son sujet. Ou bien il ne s'est pas adossé sur l'expertise qu'il y a au niveau du ministère pour essayer d'avoir des informations fiables et pouvoir s'adresser aux populations. Mais il ne l'a pas fait, mais il a voulu, justement, on avait comme l'impression qu'il voulait nous mettre en mal avec les populations, parce que les grèves-là étaient devenues récurrentes, et ces grèves-là
vous tous vous le savez, ont porté de lourds préjudices à nos populations. Parce que les collectivités territoriales étant des démembrements de l'État et qui ont la gestion de proximité, quand les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève, mais forcément, les populations ressentent les affres de ces grèves-là. Mais il ne l'a pas fait, il a tenu une conférence de presse. Mais nous, quand il a tenu la conférence de presse, il a brandi un chiffre. Tout le monde était au courant. Il a dit que ne sont concernés que 1037 travailleurs, fonctionnaires. Or, nous voulons aussi attirer l'opinion pour dire au ministre que ce qu'il a dit, il a parlé de 1037 fonctionnaires. Nous voulions tout simplement lui rappeler que l'augmentation généralisée des salaires n'a rien à voir avec la fonction publique locale. Et nous voulions justement apporter des précisions de taille. Vous savez, ces augmentations généralisées des salaires découlent justement d'une forte demande des organisations syndicales de notre pays qui avaient constaté qu'il y avait trop de disparités sur le traitement salarial des agents de la fonction publique en général. Mais nous, à travers des collectivités territoriales, en tant que démembrement de l'État, nous étions impliqués dans ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Premier ministre de l'époque, que Dieu ait pitié de son âme, le défunt Mohamed Boun Abdallah Dionne, avait commandité une étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique et en général. C'est ce qui nous a valu par la suite la signature de deux protocoles d'accord. Deux protocoles d'accord. L'un avec le syndicat des enseignants et l'autre avec le syndicat de la santé et de l'action sociale. Mais nous, en ce qui nous concerne les travailleurs des collectivités territoriales, nous, il n'y avait que 3 points qui nous concernaient. Le premier point, c'était la revalorisation du point indiciaire qui est passé aujourd'hui au Sénégal de 51,43 à 56,43. Le deuxième point, c'était la revalorisation, l'augmentation généralisée des salaires par hiérarchie, A, B, C, D et E. Et le troisième point, c'est la prime, la hausse des primes allouées aux travailleurs qui officient dans les structures de santé des collectivités territoriales, c'est-à-dire au même titre que les agents de l'État. Et l'autre information de taille qu'on voulait donner, pour que l'opinion comprenne. Vous savez, les travailleurs des collectivités territoriales sont régis par un décret. Le décret 74-347, qui est applicable aux agents de l'État. C'est ce même décret-là. Les agents non fonctionnaires de l'État sont régis par le même décret. Alors, ces agents non fonctionnaires de l'État ont bénéficié justement de ces augmentations de salaire. Est-ce que vous comprenez? Mais pour lui, le ministre, mais il n'a jamais fait allusion à cela dans sa déclaration. Mais il pouvait dire aussi à l'opinion que vous voyez, les travailleurs non fonctionnaires de l'État en ont bénéficié. Il n'y a pas que les agents fonctionnaires de l'État. Et d'ailleurs, la différence entre l'agent non fonctionnaire et l'agent non fonctionnaire, mais c'est la retraite. Ceux-là sont soumis au FNR, c'est-à-dire au Fonds national de retraite, et les autres sont soumis au régime général, c'est-à-dire le régime de l'IPRES. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, il n'y a que ça qui nous différencie. Et nous avons le même barème, le barème indiciaire applicable aux agents de l'État, c'est ce même barème indiciaire qu'on applique aux agents des collectivités territoriales. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du relèvement du point indiciaire, c'est technique. Le relèvement du point indiciaire, à quoi ça consiste? Qui a été majoré de 5%, c'est la solde mensuelle indiciaire, le complément spécial de solde et l'indemnité de résidence qui ont fait l'objet d'une majoration de 5%. Les travailleurs de l'État, actuellement, au moment où je vous parle, sont à 56,43. Tous les travailleurs des collectivités territoriales sont à 51,43. 51,43 au lieu de 56,43. Les agents de l'État qui officient dans les structures de santé, eux tous ont bénéficié de l'augmentation des primes allouées aux agents qui officient dans les structures de santé, sauf les agents qui sont dans les collectivités territoriales. Et je voulais vous donner une information de taille. Et pour ceux qui se souviennent, récemment, en 2007, avec l'avènement de Abdoulaye Wade, je pense que ça ne peut faire qu'illustrer ce que nous sommes en train de dire. En 2007, il y a eu des augmentations de salaire
Oui. Mais en 2007, le projet de loi, le décret 2011-08 fixant l'appartenance des qui à la fonction publique n'avait pas été signé. C'est ça. Et pourtant, l'État du Sénégal avait augmenté les salaires. Mais il a fallu que cette augmentation-là comprenne un arrêté d'extension pour que les travailleurs des collectivités territoriales en bénéficient. Et les travailleurs ont bénéficié de ces augmentations de salaire. C'était à l'époque d'Abdoulaye Wade. Oui. Et je vais vous donner aussi une autre information de taille. Vous savez, en 2004, oui, les travailleurs, compte tenu du caractère hybride même de notre statut, parce que nous, on ne savait même pas où nous mettre. D'aucuns disaient que nous étions régis par le Code du travail. D'aucuns disaient non, vous êtes régis, vous n'êtes pas régis par le Code du travail, mais on doit vous appliquer les mêmes prérogatives que les agents de l'État et les agents non fonctionnaires. Vous êtes régis par quel code Mais nous sommes régis nous sommes régis par le 74-347 applicable aux agents de l'État. D'accord. L'info des agents non fonctionnaires. C'est ça, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, ce que je voulais tout simplement dire, oui, c'est que quand les organisations syndicales, nous, quand on avait demandé à ce qu'on nous paye la prime de transport, qu'on paye aux agents qui sont régis par le Code du travail, à l'époque, je me souviens, c'était 13 500 francs. Tous les travailleurs des collectivités territoriales avaient bénéficié justement de cette augmentation, de cette prime de transport. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? Le mois suivant, le Conseil d'État s'est opposé au paiement de cette prime-là au travailleurs des collectivités territoriales. Et demandez-moi pourquoi. Oui. Parce que le Conseil d'État avait estimé que les travailleurs des collectivités territoriales n'avaient pas droit à cette prime parce que tout simplement, ces travailleurs n'étaient pas soumis au Code du travail. C'était des agents, ils devaient avoir le même traitement que les agents de l'État. Donc ça, c'est un cas d'école. Bien sûr. Rien que cela pouvait amener les nouvelles autorités à comprendre que nous, effectivement, au même titre que les agents de l'État, nous devons, et les agents non fonctionnaires de l'État, nous devons bénéficier de ces augmentations de salaire. Parce que ça, c'est des rappels historiques. Il faut qu'on édifice l'opinion, pour que l'opinion comprenne que ce que nous sommes en train de réclamer pendant des années, c'est parce que c'est un droit légitime. Moi, j'ai dit à quelqu'un, mais vous me voyez, moi, perdre mon temps pendant 2 ans pour réclamer quelque chose qui n'est pas mon droit. Mais attendez, à qui parle-t-on? Nous sommes des êtres humains et nous avons été à l'école comme tout le monde. Nous avons quand même une faculté de comprendre et de ne pas comprendre aussi. Mais si nous nous battons, parce que nous savons lire et écrire et nous savons aussi argumenter les textes, ce que nous disons, je pense qu'aucune autorité de ce pays-là ne peut nous l'enlever. Et d'ailleurs, dans les documents, je parlais tout à l'heure des protocoles d'accord, mais dans le protocole d'accord, il y a l'article L29 du Code des collectivités territoriales qui a bien précisé, ce n'est pas écrit en Djola ni en Manding, c'est écrit en français, que toute revalorisation de rémunération allouée à l'agent de l'État est d'office applicable aux agents des collectivités territoriales. Mais non, vous savez, toute grève a une fin. Nous, en ce qui nous concerne, nous, l'intersyndicale, par ma voix, parce que je suis le chargé de la communication et de l'administration, nous, ce que nous voulons demander aux nouvelles autorités de ce pays-là, c'est que rien ne peut se faire sans dialogue. Il faut qu'ils appellent les gens à la table, qu'on essaye de nous asseoir et qu'on trouve la meilleure formule. Mais s'ils ont raison, mais on va demander au travers, mais écoutez, ils ont raison, il faut qu'on retourne dans les bureaux travailler. Mais je suis persuadé d'une chose, que nous, ce que nous réclamons là, c'est un droit légitime. Maintenant, il y a 2 choses. Il y a la faisabilité, il y a la soutenabilité. Mais qu'on en discute pour voir ce qui est humainement possible de faire tout de suite et maintenant, et ce qui peut attendre. Mais tout ça, il faut qu'on discute. Parce que c'est vrai que c'est de l'argent qui va sortir des caisses de l'État. Mais tout ça, on va discuter de ça. Vous êtes prêt à négocier avec... Mais vous savez, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi personnellement, moi,
j'ai la négociation dans l'âme. Ce n'est pas pour rien que je suis membre du Haut Conseil du dialogue social. Moi, je fais partie de la commission formation et sensibilisation de cette institution. Donc moi je l'ai dans ce sang, dans le sang. Parce que moi, je pense que j'ai toujours soutenu que rien ne peut se faire sans dialogue. Parce que si les gens n'acceptent pas de s'asseoir, on ne trouvera pas de compromis dynamique. Il faut que les gens acceptent de s'asseoir pour qu'on trouve la meilleure formule. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que cela qui peut nous sauver. Et là où je voulais terminer, nous sommes à quelques encablures de l'ouverture des classes. C'est surtout. Vous pensez que cette grève-là, si elle continue à perdurer avec l'ouverture des classes, ça va forcément impacter. Mais ça va impacter de façon négative sur les travailleurs, sur les enfants et sur les parents d'élèves. Nous ne voulons pas en arriver là. C'est pour cela que nous demandons, parce que nous avons tendu la perche au ministre. Nous, personnellement, nous avons écrit un courrier pour rencontrer le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Nous avons fait un courrier au président de la République pour clarifier les choses, parce que nous avons tout cela. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est de nous asseoir avec les autorités, de parler de la soutenabilité et de la faisabilité. Parce que ce qui est évident, c'est que ce droit-là, personne ne peut l'enlever, personne ne peut l'occulter au travers des collectivités territoriales. C'est un droit légitime. Monsieur Moussa Sissoko, un dernier mot, très rapidement. Oui, bon, le dernier mot, c'est tout juste de dire une chose. C'est vrai que nous sommes en grève depuis pratiquement plus de 2 ans, mais je voulais tout juste attirer l'attention de l'opinion pour leur dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous irions dans les brancards pour continuer cette grève-là. Nous estimons aussi que nous sommes des Sénégalais, au même titre que tous les autres Sénégalais. Nous avons des droits et que nous sommes en train de réclamer. C'est tout ça. C'est tout simplement cela. Nous n'avons pas, parce que nous sommes d'honnêtes citoyens, nous ne voulons pas justement, du fait de nos grèves répétitives constatées sur l'ensemble du pays, porter de lourds préjudices à nos populations. Ce n'est pas notre rôle, nous ne sommes pas dans cela. Nous voulons tout juste demander au gouvernement du Sénégal, aux nouvelles autorités, de nous appeler pour qu'on discute, pour qu'on trouve la meilleure formule et qu'on aille vers la décryptation de cette grève qui commence à perdurer. Merci. Vraiment, c'est le mot de la fin. Et je pense que les nouvelles autorités vont nous entendre et qu'elles feront tout pour nous écouter et nous appeler pour qu'on discute. En tout cas, nous manifestons jusqu'au moment où par notre ouverture au dialogue, parce que nous sommes sincères dans ce que nous disons. Nous voulons que ce dialogue-là soit sincère, mais dans le respect des droits des travailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était M. Moussa Sissoko, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Merci à vous aussi. Très bientôt. Merci. DRTV Yenge, la télé leader.